Il est 8h46 sur studiocalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue que nous allons commencer ce matin par une révélation du Maariv qui, en manchette, nous explique que le Hezbollah tente actuellement de renforcer sa présence dans la bande de Gaza en soutenant diverses factions palestiniennes. Moussa Boumarzouk, le numéro 2 du bureau politique du Hamas, s'est rendu récemment à Beyrouth pour y rencontrer le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'objectif de ce rapprochement, créer 3 fronts à partir du Liban, de la Syrie et de Gaza qui œuvreraient parallèlement contre l'État d'Israël, ou si vous préférez, prendre en tenaille l'État d'Israël par le Hezbollah et ses alliés. Le Maariv précise encore qu'une partie des responsables de la branche du Hamas, expulsés du Qatar récemment, ont trouvé refuge à Beyrouth. Le site Walla, lui, se fait l'écho de la déclaration choc d'Avigdor Lieberman hier. Le ministre de la Défense a en effet déclaré à propos de la crise de l'électricité à Gaza: si les Palestiniens payent, eh bien ils recevront de l'électricité. S'ils ne payent pas, ils ne recevront pas. Une sorte de paraphrase d'une formule très célèbre de Binyamin Netanyahou lors de son premier mandat en 1996 concernant les Palestiniens et les concessions que les Palestiniens pourraient faire ou ne pas faire dans le cadre d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Nous ne sommes pas partie prenante dans cette polémique interne, a encore précisé Avigdor Lieberman, qui a également critiqué hier, lors de son intervention à Tel Aviv, le projet d'île artificielle que souhaite créer le ministre des Transports, Israël Katz, face aux côtes de Gaza. Et si l'on veut mieux comprendre ce matin la crise de l'électricité à Gaza, ce que nous avons tenté de faire avec notre ami Michel Kishka tout à l'heure, eh bien une crise qui s'est durcie au cours des derniers jours, eh bien il faut consulter ce matin la page d'ouverture de l'édition en français du site Times of Israel. Avi Sakharov, qui est l'un des spécialistes du dossier palestinien en Israël, explique dans une analyse qui est traduite donc en français que s'il le voulait, le Hamas pourrait très vite régler la crise de l'électricité à Gaza, mais qu'au lieu de cela, eh bien, il préfère utiliser les fonds prélevés aux impôts au sein de la population palestinienne de la bande de Gaza pour financer la production de roquettes et la construction de tunnels offensifs contre l'État d'Israël. Pour le Times of Israel, cette crise est le reflet du régime imposé par le Hamas depuis 10 ans aux habitants de la bande de Gaza. Et pendant ce temps, l'ONU met en garde contre un effondrement total à Gaza, tandis qu'Israël, l'Égypte et l'Union européenne tentent ensemble de trouver une issue à cette crise de l'électricité, et ce même si, comme l'a dit Binyamin Netanyahou, il s'agit là donc d'une crise interne chez les Palestiniens. Le Ynet, le site d'information, le principal site d'information israélien, révèle une intention nouvelle des Palestiniens revendiquée auprès de l'UNESCO la propriété historique du caveau des patriarches en entamant une procédure de reconnaissance de ce site historique comme classé patrimoine de l'humanité. Voilà, pour que les Palestiniens, pour ce faire, les Palestiniens ont rempli un dossier, mais un dossier qui apparemment serait truffé d'erreurs historiques. Le site Ynet précise que la composition de la commission qui désigne les sites patrimoine de l'humanité est problématique pour Israël et très avantageuse pour les Palestiniens, car cette commission compte 21 membres, dont une majorité de pays du tiers-monde et 3 ou 4 pays occidentaux seulement. Le Israël Hayom nous révèle en manchette ce matin que le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, prend l'initiative de modifier la loi fondamentale sur Jérusalem. Son intention, empêcher toute partition de la capitale, ou en tout cas faire en sorte que toute décision autour de la partition de la capitale, dans le cadre d'un accord de paix avec les Palestiniens, puisse être validée par les 2/3 de la Knesset, c'est-à-dire par 80 députés. Ce projet d'amendement doit être déposé par Naftali Bennett dans les 2 prochaines semaines. Le site Énergie révèle dans sa page d'ouverture ce matin que le parti d'extrême droite autrichien de la Liberté devrait annoncer la semaine prochaine que s'il remporte les prochaines législatives, eh bien, il prendrait l'engagement de transférer l'ambassade autrichienne de Tel Aviv à Jérusalem. Le parti devrait faire cette annonce dans le cadre d'une soirée de soutien à laquelle participera le député Likoud Yehuda Glick. Il faut préciser que le ministère israélien des Affaires étrangères se refuse systématiquement à entretenir le moindre contact, la moindre relation avec
ce parti de la liberté en Autriche. Et puis en marge, le site Énergie cite le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui a participé hier soir à une grande soirée à l'occasion du 50e anniversaire de la conquête du Golan par l'armée israélienne à la fin de la guerre des 6 jours et du début donc de l'implantation dans cette région. Dans son discours, le président Rivlin a affirmé que le monde entier devait reconnaître le plateau du Golan comme désormais faisant partie intégrante de l'État d'Israël. Je le disais tout à l'heure, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a terminé sa visite à Salonique. Il a participé hier à un sommet tripartite avec ses homologues grecs et chypriotes, un sommet au cours duquel il a été question de problèmes de sécurité régionaux, mais également au cours duquel les trois leaders ont conclu un accord sur l'acheminement de gaz israélien vers l'Europe via un immense gazoduc qui passera sous les eaux territoriales de Chypre et de la Grèce. Également, dans le cadre de cette visite, Binyamin Netanyahou a inauguré les travaux de construction du futur musée de la Shoah à Salonique. Salonique, une ville dont la très importante communauté juive a été décimée à 90% durant la Shoah. On voit ce matin dans le Yediot Aharonot le Premier ministre qui a rendu visite à la communauté juive et s'est rendu dans une des synagogues de la ville de Salonique. On le voit, Binyamin Netanyahou avec un Sefer Torah dans les mains. Et puis justement, nous parlions donc de la coopération sécuritaire entre Israël, l'île de Chypre et la Grèce. Eh bien, les quotidiens israéliens, tous les quotidiens, nous montrent de nombreuses photos ce matin des grandes manœuvres militaires effectuées cette semaine dans le plus grand secret par 500 soldats de la nouvelle brigade d'élite des commandos de Tsahal sur le sol chypriote. Cette brigade, créée il y a 1 an et demi, est commandée, il faut le souligner, par un colonel israélien d'origine française, David Zini, qui est le fils du Rav Yosef Zini d'Ashdod et le neveu du Rav Eliaou Zini du Ternion. Ces soldats ultra entraînés se sont donc rendus sur un terrain chypriote qu'ils ne connaissaient pas et avec lequel ils ont dû se familiariser, et souvent à une altitude de plus de 2000 mètres, ce qui n'est pas possible sur le territoire israélien. Tous les quotidiens nous montrent donc des photos assez impressionnantes de ces centaines de soldats israéliens en train de s'entraîner en territoire étranger, ce qui est rarissime. Que trouve-t-on d'intéressant dans les suppléments du Shabbat des quotidiens israéliens? Le Yediot Aharonot, dans son supplément politique, revient sur la polémique autour du code d'éthique dans les universités, dont nous avons parlé abondamment avec Michel Kishka tout à l'heure. Et le journal nous présente une interview du professeur Yuval Noach Harari, que nous avons déjà cité cette semaine et qui avait affirmé en début de semaine que si le code éthique était mis en application dans son université, eh bien, il se ferait un devoir de le violer à chacun de ses cours. Et donc, pour le Yediot, c'est l'heure d'interroger et de mettre en évidence en tête de son supplément du Shabbat le professeur Yuval Harari, qui affirme qu'il faut se dresser contre la chasse aux sorcières, en particulier celle de Naftali Bennett et de la ministre de la Culture, Miri Regev. Quant à Sarah Beck, dans le Maariv de ce matin, eh bien, elle veut rassurer les universitaires de gauche face à ce code éthique du professeur Assa Kasher, car, écrit-elle, selon les codes oraux des universités, plus on est libéral, plus on a une chance de faire passer tout message. Sarah Beck s'insurge ce matin donc dans le Maariv contre les lois orales, ce qu'elle appelle les lois orales, qui sont plus dangereuses à son avis que tout code éthique dans les universités, parce qu'elles permettent de censurer des richesses israéliennes telles que la chanson Yerushalayim Shel Zahav de Noémie Shemer, parce qu'elle ne va pas dans la bonne direction. Cette chanson, qui a pourtant fait consensus au moment de la guerre des 6 jours. Le supplément du Maariv déplore ce qu'il appelle le festival du jubilé de la guerre des 6 jours il déplore surtout que ce festival ait occulté l'anniversaire de la première guerre du Liban, la première guerre non consensuelle de l'histoire d'Israël, et le journal de révéler l'existence d'une pétition d'officiers, de soldats de Tsahal, des unités d'élite, signée en juin 82 contre Ariel Sharon, qui était alors ministre de la Défense et artisan de cette guerre, une pétition qui n'a pas été publiée, ce afin d'éviter un mouvement de rébellion au sein de Tsahal pendant cette guerre de première guerre du Liban, qui s'appelait à l'époque Opération Paix pour la Galilée.
Et puis le supplément sociétal du Shabbat, Sheva Yamim, lui consacre sa une à un entretien avec le Rav Israël Meirlo, qui vient à l'âge de 80 ans de prendre sa retraite du poste de grand rabbin de Tel Aviv. Et le Rav Lo s'exprime avec une certaine ouverture sur de différents sujets qui ont attrait à la ville dont il est le grand rabbin. À propos de la Gay Pride, le Rav Lo avoue ne pas comprendre, je le cite, le besoin des homosexuels de s'exhiber à moitié nus dans les rues de Tel Aviv pour exprimer leur identité sexuelle. Le Rav Lo avoue également que l'État d'Israël, comme une théocratie, eh bien, ce n'est pas pour demain, selon lui, mais même lorsque cela arrivera, affirme-t-il, eh bien, les non-pratiquants n'auront pas à prendre le maquis, affirme donc le grand rabbin Israël Meirlo. Et puis nous revenons au Times of Israel qui annonce également l'ouverture le 19 juin prochain de la 39e édition des universités juives d'été de Aix-en-Provence, une université d'été au cours de laquelle 3 intervenants s'exprimeront autour de thèmes divers liés à Israël. Et c'est le professeur Denis Charbit qui ouvrira les travaux de cette conférence d'été, de cette université d'été sur le thème 1917-2017, 100 ans de conflit israélo-palestinien. Et puis en sport, et nous terminerons ainsi cette revue de la presse et des médias, tous les quotidiens israéliens nous montrent des photos des stars du Hapoel Jérusalem en basketball qui est devenu champion d'Israël pour cette année. Les joueurs de la capitale l'ont emporté hier lors de la finale sur le Maccabi Haïfa 83-76. Le Yidiotre nous montre en particulier au cœur de sa une le chef de file du Hapoel, Amara Stoudemire, qui portait le bouclier donc, du championnat remporté cette année donc, par l'équipe de basket de la capitale. Et puis, dernier retournement de situation au Maccabi Tel Aviv du basketball. On pensait hier que l'entraîneur du Maccabi serait David Blatt. Eh bien, David Blatt s'est rétracté. Il a annulé son transfert après qu'il ne soit pas arrivé à un accord le libérant de son équipe actuelle, une équipe turque, et donc à la direction du Maccabi. On est particulièrement en colère après David Blatt. Un départ, ou en tout cas une décision de David Blatt qui aurait causé de sérieux dégâts au club qui est déjà très affecté par une saison particulièrement médiocre. Voilà donc, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin, une revue particulièrement chargée. Nous sommes un petit peu en retard, mais nous allons retrouver dans quelques instants le Rav Eli Kling qui va nous parler de la Parashat Hashavua, de la Parashat Lech Lecha.